Bonsoir. Une petite vidéo qui revient sur les événements de novembre 2020 au Pérou m'a paru un sujet assez intéressant à faire découvrir aux francophones de France, et d'ailleurs, maintenant que les choses se sont apaisées. Quelque peu du moins. C'est un peu éloigné des sujets déjà traités, mais bon, une fois n'est pas coutume. Je tente cependant d'ouvrir quelques fenêtres, en passant, sur des sujets qui résonnent pas mal avec l'actualité française, notamment le maintien de l'ordre. Bien sûr, ces propos n'engagent que moi, bien que j'essaie ici d'être le plus factuel possible. Mais c'est ce que je vous propose ce soir. Alors, allons-y. Le 14 novembre 2020, la nouvelle tombe. 2 morts lors des manifestations contre la prise de pouvoir de Manuel Merino. La police a débordé, la rage aussi. Manuel Merino ne restera au pouvoir que 5 jours. Pour beaucoup, ce furent les protestations les plus suivies au Pérou depuis 20 ans. Ce Parlement est une pandémie qui ne s'arrête pas. Même le Covid ne nous fait pas autant de mal que Merino, lit-on sur des pancartes brandies par les manifestants. D'où provient tout ce chaos, ce soulèvement soudain de la population contre un homme à peine arrivé au pouvoir? Mais ce soulèvement est-il si soudain que ça? Ou bien plonge-t-il ses racines plus loin dans le temps, se nourrissant d'une situation politique chaque fois plus intolérable? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans les minutes qui viennent. Le lundi 9 novembre 2020, le Parlement péruvien approuve par 105 votes pour, 19 contre et 4 abstentions la destitution du président Martín Vizcarra pour incapacité morale permanente, ce dernier ayant été accusé d'avoir reçu des pots de vin durant son mandat de gouverneur régional de Moquegua en 2013. Aussi, le président du Parlement, Manuel Merino, assume-t-il la présidence, comme cela est stipulé dans la constitution péruvienne, en cas de vacance du président et absence d'un vice-président. L'ordre est restauré, la continuité assurée. Tout va bien. Il semble que le Parlement péruvien est un parangon de vertu qui lutte contre le pouvoir corrompu, qui corrompt tout. Ou bien c'est le contraire. Car ne s'agit-il pas là de l'aboutissement d'une tentative avortée 2 mois plus tôt? Début 2020, une enquête fut lancée à propos d'un contrat permettant au chanteur Ricardo Cisneros de donner des conférences motivationnelles pour le ministère de la Culture. Le chanteur est accusé en effet d'avoir usé de ses contacts avec la présidence pour obtenir les contrats évalués à quelques 50 000 $ malgré son manque d'expérience. Vizcarra, n'ayant aucun parti pour le défendre au Parlement, a déclaré durant une allocution télévisée que la fuite des enregistrements le mettant en cause fait partie d'un complot d'opposants politiques cherchant à le destituer. Il dit, je cite, « Si vous voulez me destituer, me voici, la tête haute et la conscience tranquille. Rien de ce qui a été présenté aujourd'hui de façon illégale ne constitue un socle solide pour une destitution. Je ne démissionnerai pas, je ne fuirai pas. » Et lors d'un discours à la nation, il ajoute que les enregistrements présentés ont été édités et manipulés avec intention de nuire. Comme on le voit, il cherche intentionnellement à convertir une plainte liée au travail en un acte délictueux ou politique, tout en sortant les mots de leur contexte avec l'intention de m'accuser de situations inexistantes. La situation politique du Pérou est instable depuis plusieurs années déjà, c'est peu dire, son système politique étant secoué sur une base assez régulière. Une blague qui circule parmi la population d'ailleurs dit que pour être président de la République, il faut accepter de terminer en prison à la fin de son mandat. Les derniers présidents depuis 1990, tous sont en prison, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alberto Fujimori, en fuite, Alejandro Toledo, ou encore se sont suicidés. Alan Garcia s'est ôté la vie le 17 avril 2019, juste avant son arrestation, alors qu'il était la cible d'une enquête pour corruption dans le cadre du cas Odebrecht. On appelle aussi les parlementaires les rats du Parlement, ou encore les rats de parlementaires tout simplement, ce qui donne une bonne idée de comment sont perçus de manière générale les politiques au Pérou. Martín Vizcarra a lui-même succédé à Pedro Pablo Kuczynski, PPK pour les intimes, à la suite de la démission de ce dernier. Étant son vice-président, il a assumé, selon la Constitution, la présidence intérim jusqu'aux élections présidentielles prévues pour avril 2021. Le 21 mars 2018, donc, alors que Vizcarra était ambassadeur au Canada, PPK, président élu, accusé de corruption, annonçait sa démission, la veille du vote d'une procédure de destitution à son encontre. Le 23 mars, Vizcarra lui succède selon les procédures établies dans la Constitution. Grâce à son image de président anticorruption, il a su conserver un appui populaire assez fort malgré l'absence de soutien politique
au Parlement. En septembre 2020, un analyste en intelligence économique de Bloomberg assurait que les preuves contre Vizcarra étaient loin d'être concluantes et prophétisait qu'une destitution du président pourrait déclencher une réaction du peuple certainement très grave, conduisant à une importante crise politique et institutionnelle. Il n'avait pas tort. La plupart des observateurs internationaux s'accordent sur le fait que le système politique péruvien est fragile et sensible au moindre intermédiaire. Comme le souligne le journal America's Quarterly, les partis de droite ayant voté le processus de destitution ont un point en commun. Ils sont terrifiés par la campagne anticorruption de Vizcarra, un ensemble de réformes incluant des plans de refonte du système de financement des campagnes électorales, de rendre les processus d'élection internes aux partis plus transparents et renforcer les lois afin de prévenir les criminels condamnés de se présenter à des charges publiques. Ce paquet de mesures a en effet été soumis au référendum et 3 de ces 4 propositions furent adoptées très largement par la population, incluant l'impossibilité pour les parlementaires de se présenter à nouveau une fois leur mandat terminé, ceci afin de ne pas les laisser s'enquister dans le système et de vivre au crochet de la nation. Nombreux sont les cas emblématiques tels la Robacables, le gouverneur de Pisco qui, via sa société de câbles télévisés, en fait détournait les abonnements en câbles d'entreprises formelles de sa région pour percevoir les bénéfices pécuniaires. Ou encore El Comeoro, qui recevait chaque mois quelques kilos d'or de la part des mineurs illégaux de sa région afin de ne pas enquêter sur leur activité polluante en Amazonie. Ce ne sont là que 2 exemples. La permanence au Congrès, et donc l'immunité parlementaire qui en découle, favorise la corruption. Nous avons donc le président du Congrès, Manuel Merino, qui fait pression pour que le procès se fasse au plus vite et qui s'empresse de contacter le commandant général de la marine de guerre du Pérou, Fernando Cerdán, lui assurant qu'il respectera l'ordre constitutionnel s'il assumait la présidence. L'ancien ministre de la Défense, Jorge Chávez, confirma les tentatives de Merino d'entrer en contact avec les chefs d'état-major de l'armée, cherchant à obtenir leur soutien en cas de bascule politique. Certains ministres en activité ont été contactés avant même le début des démarches en vue de lancer la votation pour la destitution par des personnes proches du parti de Merino afin de conformer un cabinet de transition. Ces faits, confirmés par plusieurs rapports et témoignages publics, ont fait se résorber le soutien à la motion de destitution parmi les congressistes et la démarche fut abandonnée. En effet, le procès de 2020 conduisant à la destitution de Vizcarra n'était pas le premier. Il y en eut un autre en septembre 2020, soit 2 mois avant, qui n'a pas abouti et prenait racine un peu plus avant dans le temps avec le cas Ricardo Cisneros que nous commentons au début. En septembre 2019, par manque d'une majorité lui permettant de gouverner, Vizcarra avait dissous l'Assemblée et convoqué des élections législatives anticipées. En août de la même année, le Parlement avait rejeté la motion de confiance envers le gouvernement proposée par Vizcarra, ce qui l'avait obligé à élaborer un nouveau Conseil des ministres à la hâte. Les élections anticipées eurent lieu le 26 janvier 2020. Ce nouveau congrès ne fut élu que pour la fin de la période de l'ancien congrès dissous, c'est-à-dire à peine 1 an, avec l'impossibilité pour les congressistes élus pour cette mouture incomplète de se représenter aux élections suivantes conformément au référendum de 2018, lequel a résolu que les membres du congrès n'aient le droit de se présenter qu'une seule fois. Ce sont donc les membres de ce congrès qui sentent la fin arriver, qui s'allient afin de saper la réforme constitutionnelle et, qui sait, en lancer une nouvelle plus conforme à leurs ambitions de permanence. Décembre 2018, le référendum pour la limitation à un seul mandat pour les élus, la limitation du financement des campagnes électorales, la réforme du Conseil judiciaire national et un retour au bicaméralisme sont soumis au peuple péruvien. Les 3 premières propositions sont adoptées, la dernière rejetée. Lors de son discours à la Nation, le 28 juillet 2019, Vizcarra évoque la possibilité d'avancer les élections générales au premier trimestre 2020 en échange d'une réforme constitutionnelle. La dissolution de l'Assemblée a lieu le 30 septembre, faute d'accord sur le mode de désignation des juges du tribunal constitutionnel. Les élections auront lieu donc le 26 janvier 2020. Le Congrès vote alors sa suspension et désigne la vice-présidente Mercedes Arauz pour assurer l'intérim. Mais le reste de l'échiquier politique et des forces armées ne suit pas le mouvement. Le lendemain, Mercedes Arauz démissionne de son mandat de vice-présidente. Victoire, la crise politique est surmontée. Il déchante vite cependant, car le 11 octobre, un recours est déposé devant le tribunal constitutionnel afin de contester la dissolution, lequel recours est lui-même rejeté le 15 janvier 2020. Donc, pour une affaire de trafic d'influence présumé, Vizcarra a été une première fois inquiété. Selon un sondage rendu public le mardi 15 septembre 2020,
80% des Péruviens pensaient que M. Vizcarra devait rester au pouvoir. Ainsi, le 9 novembre 2020, le Congrès approuvait la destitution du président intérimaire pour incapacité morale permanente, comme nous le disions, après avoir été accusé par 4 informateurs de la justice d'avoir reçu des pots de vin lors de son mandat de gouverneur de la région de Moquegua. Attendu à 10h du matin au Congrès, il est destitué. Des groupes de personnes commencent alors à marcher vers la place San-Martín, et apparaît sur les pancartes le slogan « Merino ne me représente pas » ou bien « Merino n'est pas mon président ». Un congressiste, Ricardo Bulga, du parti de Manuel Merino, a été frappé par un jeune homme alors qu'il faisait une déclaration aux médias. Le lendemain, à 9h du matin, des manifestations sont organisées dans plusieurs villes du pays afin de rejeter la prise du pouvoir de la part du président du Congrès, Manuel Merino. À Lima, les mouvements se dirigeaient vers l'Assemblée, mais ont été retenus par la police. Tout au long de la journée, diverses manifestations ont lieu dans les villes du pays, comme Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo et Iquitos. De même, la communauté péruvienne à l'étranger s'est vivement manifestée autour du globe. Durant l'après-midi, les manifestants ont été dispersés alors qu'ils se réunissaient sur la place San-Martín à coups de bombes lacrymogènes afin d'éviter le contact entre police et manifestants et de prévenir de possibles contagions de la Covid-19, selon le chef de la police de la région de Lima. De là, afin de maintenir la distance sociale, selon certains, de nombreux secteurs se saisirent de leurs casseroles et en frappèrent l'arrière avec des cuillères, afin d'en faire un torrent infernal de bruit le soir venu, en signe de protestation pacifique contre Merino et de soutien à Vizcarra. Ce 11 novembre, un fait particulièrement intéressant a lieu. Dans les districts de Surco à Lima, un groupe de jeunes se présente devant la Superintendance nationale d'éducation supérieure universitaire, la SUNEDU, afin qu'elle respecte l'autonomie du processus de certification des universités. Il faut savoir que plusieurs congressistes ont travaillé ou détiennent un diplôme issu de certaines institutions universitaires qui ont vu leur certification rejetée, souvent pour avoir arnaqué des étudiants, ce qui délégitime leur titre universitaire ou encore interroge leur légitimité à faire partie d'une commission d'investigation pour de supposées malversations de la part de la SUNEDU. Un retour sur la réforme universitaire impulsée en 2016 leur permettrait de récupérer leur gagne-pain. Y aurait-il un conflit d'intérêts ? Nous en reparlerons dans une autre vidéo, je pense. Le 12 novembre a lieu la première marche nationale coordonnée afin d'exiger la démission de Merino. Les heurts avec la police ne se font pas attendre. Des milliers de personnes marchent pacifiquement contre le gouvernement de Manuel Merino. La deuxième marche nationale a lieu le 14 novembre 2020. Les manifestants se regroupent face au palais de justice de Lima ainsi que sur la place San-Martín et bien d'autres lieux dans le pays. La répression est sévère à Lima, la police faisant usage de la force, des lacrymogènes, des balles en caoutchouc et de poudre. De nombreux blessés et le premier mort, un jeune de 22 ans, Brian Pintado. Il faut attendre le lendemain pour avoir des nouvelles de Inti Sotelo, 24 ans, mort aux urgences de 4 impacts de balles. Ce même jour, Manuel Merino renonce irrévocablement à son poste, démission acceptée par le Congrès dans l'après-midi. Depuis, nombre d'événements ont eu lieu, mais je n'ai pas la place de les évoquer ici. Il suffit de dire que tous ces événements se sont déroulés en pleine pandémie de Covid-19 pour comprendre ce à quoi s'exposaient ces manifestants, pour que ne s'installe pas au pouvoir n'importe quel parasite parvenu qui prévoyait depuis un moment la succession et avait la fâcheuse tendance à se tourner le plus vite possible vers l'armée pour obtenir son soutien. Tous les problèmes sont réglés ? Loin s'en faut. Le processus de certification des universités est-il sauvé ? L'histoire nous le dira. Brian et Inti sont-ils morts en vain ? Espérons que non. Voilà! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, beaucoup d'éléments restent en suspens et les événements que j'ai décrits n'ont été abordés que très sommairement, j'en ai conscience. Vous trouverez cependant en description toutes les sources utilisées pour couvrir le sujet. Je pense creuser d'ailleurs le thème des universités, ça me paraît prometteur. Bien sûr, si vous avez des questions ou des commentaires, ou bien des rectifications à apporter, car j'ai pu me tromper, mettez tout ça en commentaire sous la vidéo et on pourra en discuter. N'oubliez pas ce qu'on ne doit jamais oublier de faire à la fin d'une vidéo YouTube, etc. Hasta luego!